voie de communication du passé au présent. Nous parcourons maintenant l'ancienne route de la montagne. Nous marchons sur un chemin muletier à gros marches, en un premier temps bâti en cailloux, après en pierre. La plupart de cette voie de communication fut réalisée entre le XVIIIe et le XIXe siècle, avec la pratique de l'héroïde, en tant que les habitants du lieu offraient leur travail gratuit à la commune. Le chemin muletier est flanqué par un profond petit canal qui convoie les eaux. En certains points, aucune dalle en pierre sont posées au-dessus comme de petits ponts pour rejoindre les pièces autrefois cultivées, où maintenant le bois est redevenu souverain. C'est possible que cette route retrace l'un des parcours de la Voie Francigena, reconnu itinéraire culturel du Conseil d'Europe en 1994. Un chemin médiéval né entre le siècle XVe et le VIe, qui s'y déroule de l'Angleterre à l'Italie pour 2000 km à peu près. Si la romaine route des Gaules s'est développée en façon régulière dans le fond de la vallée, dans le Moyen Âge, les routes se déroulèrent plus en haut, à cause aussi des changements climatiques qui avaient rendu les régions de la plaine marécageuses et mauvaises pour la santé. Se créèrent ainsi des parcours pas bien définis, mais au contraire caractérisés par une série de voies piétonales entre Rome et Canterbury, parcourues dans les siècles pour motifs assez différents: dévotion, contrôle du territoire, commerce et aujourd'hui tourisme. C'est merci à un fameux pèlerin du Moyen-Âge que nous connaissons les étapes principales du chemin. Les chroniques de la fin du Xe siècle notent que Dunstano de Canterbury, plus connu comme Sigéric, après avoir reçu l'investiture d'archevêque de Canterbury des mains du pape, traversa 80 villes pendant son retour à pied de Rome. L'étape numéro 45 arriva à Everi, c'est-à-dire Ivrea. Un regard autour de nous. Plongés dans le bois, nous voyons les témoignages d'une histoire bien plus ancienne. Le pavé devient plus large entre deux parois de rochers lissés qui montrent les signes de l'action du glacier Balteo qui, entre 1 million et 20 000 ans avant, s'allongea depuis le Mont Blanc vers la plaine du Pô. Sur ces parois rocheuses, le glacier exerça sa force ponceuse, comme une gigantesque rabouteuse sur le rocher du fond. Les petits morceaux de pierre incorporés dans la glace ont émoussé les rugosités du rocher qui maintenant se présente lissé. Le fond de roches-mères, toujours présent en ce lieu, émerge comme dans nombreux autres points de notre parcours. Ces affleurements déterminent un particulier microhabitat avec température élevée et basse humidité. Les conditions idéales qui, dans les siècles, ont permis la vie d'arbres comme le chêne pubescent, la figue de Barbarie et la rose de Chinorhodon. L'exemple du chêne pubescent que nous avons en face a des racines bien développées qui pénètrent en profondeur dans les fissures du rocher afin de survivre aussi à longues périodes de sécheresse. Son écorce à plaques ridées bien dures qui protège l'arbre des flammes rasantes. C'est un véritable exemple d'adaptation à des conditions extrêmes.